Et donc merci à tout le monde d'être ici. Comme vient de le dire donc Philippe, un César partout, bravo. Et donc Marine, tu viens nous parler aujourd'hui d'un documentaire animé de 30 minutes qui s'appelle Un monde comme ça, et Émilie d'un court-métrage qui s'appelle Somniloquence. Donc ça convoque ces deux projets en fait. Ont un point commun qui est l'intime, qui est une thématique que vous connaissez plutôt bien, toutes les deux, puisque de toute façon c'est quelque chose justement que vous aimez, le point de départ que vous utilisez souvent dans vos films. Et pour déjà rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on vous propose déjà de présenter un teaser d'un côté avec Marine, et puis un ovni avec Émilie. Mais quel ovni. Donc on peut y aller. J'ai une idée pour toi, Marine. Faire un film sur l'écologie, mais quelque chose de très spécial. Pour faire comprendre à tout le monde la force de la nature, la beauté de la nature, la puissance de la nature et ce qui se passerait si elle n'était pas là, quoi. Et comment la protéger, tu vois. Un film qui pour une fois va marcher. C'est une bonne idée, non? T'es d'accord, Théodore? Ok, il n'a pas écouté, bon, c'est pas grave. Théodore, c'est l'heure de la récré. Qu'est-ce que c'est? Rien, c'est camion. Oh là, qu'est-ce que c'est derrière? Qu'est-ce que tu dis? Regarde dans le... Quoi? Regarde. Ah mais tu vas pas voir. Si, regarde derrière. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ouf. Qu'est-ce que c'est? C'est... Tu t'as vu derrière? Non. C'est le désordre. C'est le désordre. Ah ouais, putain. Il faut ranger. Ouais. Bon voilà, deux belles entrées en matière. Donc Marine, on a d'abord, bon, vous l'aurez compris, donc en fait un témoignage, des enregistrements d'enfants, et donc sur ce que leur perception en fait du monde qui les entoure. Et donc là, c'est plutôt, on va dire, effectivement quelque chose qui convoque l'intime, mais chez d'autres personnes. Et Émilie, c'est, je trouve, un pari quand même assez audacieux aussi de ta part. C'est ton intimité propre, puisque ce qu'on vient d'entendre, là, c'est toi durant la nuit. Voilà. Attends, faut prendre le micro. Il n'y a que 2 micros? Non, il y en a un là, regarde. Il y en a un par contre, caché. mais il y en a un caché, voilà. Oui, parce qu'en fait, j'ai une particularité la nuit, c'est que je parle, en fait, je suis somniloque, c'est le mot scientifique de ce qui se passe pendant mes nuits. Ça fait partie, en fait, un petit peu des somnambulistes, vous savez, tout ce qui est lié, du coup, au mouvement. Et ça s'appelle aussi, entre autres, les parasomnies. Et donc, du coup, en fait, je m'enregistre depuis plus de 4 ans. J'ai commencé à peu près après la Covid à mettre une application sur mon téléphone et à découvrir en fait que je parlais très très souvent la nuit et découvrir qu'il se passait plein de choses pendant mes nuits. Voilà. Et toi, Marine, pour le coup, alors j'ai cru comprendre que tu habitais Nantes, oui, la région nantaise. Et donc, quelle a été ton idée d'aller chercher des élèves aussi loin de chez toi, à savoir dans la Drôme? Et pour quelle raison? Quand j'ai commencé à réfléchir à ce projet, c'est parce que je me questionnais un peu sur mon propre rapport
à l'existence et à toutes ces questions qui nous turlupinent autour de l'écologie et à comment on œuvre à notre petite échelle pour faire des choses en accord avec nous-mêmes. Et donc, je suis assez vite arrivée à me dire, mais en fait, en quoi je crois et qu'est-ce qui pourrait changer le monde. Et je me suis dit, c'est l'école. Et puis après, je me suis dit, punaise, moi, à l'école, j'étais exactement là où on attendait que je sois. J'étais une super bonne élève et tout, mais en fait, je me rappelle de rien. Enfin, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je fais un travail de dingue pour essayer de comprendre qu'est-ce qui m'entoure, en fait, quel est cet arbre, comment marche la biodiversité, et tout ça, c'est la base, en fait, j'ai l'impression. Et donc, je me suis dit, il faut que j'aille voir des enfants qui sont sur ce qui me semble être la bonne voie et qui vont me faire du bien et qui vont me donner des raisons de croire que ce monde peut aller dans le bon sens de mon point de vue. Et donc, il n'y en a pas beaucoup, il y en a de plus en plus, c'est ça qui est génial, mais en tout cas, quand je cherchais au début de ce projet, il n'y avait pas beaucoup d'écoles qui réunissait les valeurs qui me semblaient être géniales, c'est-à-dire une école qui soit sensible à la nature et donc le plus possible en immersion dans la nature, qui soit pas payante parce que qui s'adresse pas qu'à une classe sociale qui a les moyens de mettre leurs enfants là, qui soit inclusive, mais dans le bon sens du terme, avec les moyens et les personnes qui accompagnent les enfants qui ont des troubles ou des handicaps et qui soient dans la coopération, faire ensemble, apprendre à faire ensemble, mais aussi faire de la philo, réfléchir au monde, en fait, penser ensemble et au collectif, blablabla. Il n'y en a pas beaucoup d'écoles. Ça, c'est une école parfaite. Voilà. Et au plus, qui a du recul sur son expérience, c'est-à-dire qui existe depuis peut-être 18 ans maintenant. Et cette école, je l'ai trouvée dans la Drôme. Voilà. Et pour le coup, alors, Émilie, ça fait combien de temps? 4 ans, 4 ans et demi, c'est ça? Ouais, en fait, on a tous été confinés en 2020. Ah bon? Voilà. Et de ce confinement, en fait, on dormait aussi beaucoup. C'était quelque chose. Et donc, en fait, tout simplement, j'étais aussi confinée avec mon copain. Et mon copain me dit, mais qu'est-ce que tu parles? Et je lui disais, parce qu'en fait, je suis quand même assez connue dans ma famille pour parler depuis que je suis petite. Je sais que j'ai cette particularité depuis toujours. Mais à ce moment-là, mon copain me disait, il faut que tu mettes, qu'on essaye de t'enregistrer ou d'écouter. Et en fait, en effet, j'ai découvert que je parlais vraiment pratiquement toutes les nuits. Et que, en fait, j'archivais ça comme une sorte d'archiviste, quoi, où en fait, c'est une application, je vous encourage à le faire, parce que vous allez voir qu'il se passe plein de choses la nuit. Ça s'appelle, moi, la mienne, c'est Sleep Recorder, où en fait, c'est une sorte d'application que vous lancez la nuit. Et en fait, ça vous montre les ondes sonores du moindre bruit qu'il peut y avoir pendant la nuit. Donc, 90%, ça peut être des ronflements, mais dans les 10%, ça peut être des paroles. Et donc, moi, c'est quelque chose que du coup, je collecte. Et du coup, après, dans un montage tout simplement sur Première, j'ai commencé un petit peu intuitivement à mettre mes enregistrements où en fait je me disais tiens, il y a des catégories, parce qu'en fait j'ai découvert que j'avais plusieurs personnalités la nuit, que je pouvais avoir, par exemple, je pouvais crier, j'avais vraiment des enregistrements avec beaucoup de cris, certains avec beaucoup de rires, des fois des monologues. Alors celui que vous avez vu, c'est un dialogue avec mon copain qui lui est debout, en fait, lui il ne dort pas. Et il arrive à me parler. Au bout d'un moment, ça fait longtemps qu'on vit ensemble, donc en fait, lui arrive à me parler maintenant et à creuser mon inconscient complètement de mes nuits. Et donc j'ai commencé un petit peu frénétiquement à classer et à faire des best-of pour les potes, parce qu'en fait, ça les faisait marrer de fou. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant. En fait, je me trouvais vraiment morte, vraiment très très drôle la nuit. Je me suis dit, je suis limite plus drôle la nuit que le jour. Donc je me disais, voilà. Et au début, c'était où je me disais, alors mon copain m'a dit, mais c'est trop bien, il faut que tu les mettes sur Insta, t'en fasses des petites vidéos. Alors j'ai commencé à animer un petit peu ces lettres blanches là que vous avez vues, un petit peu en me disant, parce que les gens ne vont pas comprendre ce que je dis, j'avais juste peur que c'était un truc de compréhension. Et finalement, ces lettres qui dansent dans la nuit, je me suis dit, tiens, il y a un truc aussi qui se passe qui est intéressant. Et j'ai commencé comme ça, parce que c'était une sorte
de choses, de bibliothèques, en fait, où je pouvais faire ça à l'infini, puisque j'en ai toutes les nuits. Donc je me suis dit, ça peut être un journal de mes nuits et tout. Et de là, je me suis dit, voilà, ça va juste s'arrêter là, quoi. Il y aura juste une sorte de journal de mes nuits qui vont faire rire mes potes, basta. Mais en fait, ce qui m'a donné un peu envie d'écrire, c'est en fait la rencontre d'une scientifique qui s'appelle Isabelle Arnulf, qui est en fait Madame Sommeil en France, qui en fait est neuroscientifique et qui travaille à la Salpêtrière, à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, et qui en fait j'ai la chance de la connaître parce qu'en fait il s'avère que c'est la mère d'une de mes copines. Et donc du coup en fait comme j'envoyais beaucoup de mes nuits à mes potes, cette pote me dit il faut que je l'envoie à ma mère et qu'elle l'écoute. Et de là, en fait, sa mère m'a proposé de venir 48 heures à la Salpêtrière pour analyser mon cerveau et pour aller découvrir un petit peu encore plus l'inconscient. Donc j'y suis allée, j'ai été câblée pendant 48 heures à l'hôpital, j'ai eu toute une expérience. Et de là, je me suis dit, tiens, je tiens un truc, je commence à avoir une envie d'écriture en fait de ça. Et j'ai envie de continuer en fait l'aventure de cet inconscient fou que j'ai la nuit et voir si je peux tirer un fil, quoi. Et toi, Marine, pour le coup, il y a eu combien de temps d'enregistrement ? Comment ça s'est passé ? Parce que autant avoir localisé l'école, c'est une chose, avoir une idée, de ce que tu as raconté par rapport à l'écologie, et mais après, comment tu as réussi à convaincre donc l'école, les élèves, et comment vous êtes en fait immiscés dans leur quotidien comme ça, de manière très intime là aussi, puis ça convoque aussi une certaine forme aussi bien, dans les deux projets, une sincérité aussi brute. Ouais. Du coup, j'ai contacté cette école, j'ai échangé avec les institutrices qui sont exceptionnelles et qui ont été super vite d'accord que je vienne en immersion avec un ingé son plusieurs mois dans l'école pour voir ce qui s'y passe, enregistrer le quotidien, enregistrer les enfants. Ensuite, on a quand même argumenté auprès des parents qui ont signé des droits à l'image, tout ça. Et une fois qu'on était à peu près sûr que ça allait pouvoir être une matière utilisable, on est allé dormir c'est une école qui est hébergée par une ferme agroécologique et qui a des espaces pour être logés, quoi. Donc on est allé dormir sur place pendant 3 mois et on a enregistré tout le quotidien de l'école, quoi, leurs cours, la récré, leurs petits échanges, là où les parents aimeraient trop entendre ces petites discussions d'enfants. Et nous, on avait les moyens de poser notre perche vraiment entre deux enfants comme ça tout le temps. Et on est resté 3 mois, on a enregistré une centaine d'heures. Il a fallu dérocher ensuite. Voilà, on avait beaucoup de mal à couper l'enregistrement parce qu'il se disait toujours des petites choses où on se disait « Oh, attends, ça c'est quand même fou, attends, fais play, vas-y. » et tout. Sauf qu'après, à dérocher, bonjour la galère. Donc j'ai dû passer une année, je pense, à écouter leur voix et j'ai rempli un classeur gigantesque où j'écris à la main tout ce qu'il y a dans mes rushs, où je colle des pastilles, je mets de la couleur, j'essaie de voir... Ok, de quoi ils se parlent, quels sont les thèmes, qu'est-ce qui fait sens. Quand j'y suis allée, je leur ai pas dit bonjour, je viens faire un film sur l'écologie, pas du tout. Je leur ai dit j'ai envie de faire un film sur ce qui se passe pour vous dans votre école et sur votre vie, votre vision du monde. Et il se trouve que là, ce qu'on voit dans l'intro, Paul. Il m'a vraiment donné cette réplique comme un cadeau. J'étais trop contente le soir de réécouter ça parce que je lui avais jamais dit Paul, je veux faire un film sur l'écologie, quoi. Donc c'est juste l'intro parfaite et ça a aussi permis que ce sujet en fait qui était pas si clair pour moi au départ, je savais que ça tournait autour de ça, mais je savais pas ce que j'allais trouver, ce dont les enfants allaient avoir envie de parler. J'avais pas envie de leur forcer la main, j'avais envie que tout ça soit très très naturel et de me laisser surprendre aussi par leurs préoccupations et tout ça. Donc voilà, une centaine d'heures que j'ai dérushées, premier pré-montage de 13 heures et à partir de ça, on a travaillé avec un monteur de documentaire qui est génial, qui s'appelle Claude Clorenec et on est parti de ces 13 heures et puis on a fait le système de l'entonnoir, quoi. On a pris toutes les scènes très très longues que j'avais sorties du lot et puis on les a fait fondre jusqu'à se dire
elle n'a plus aucun sens, ou se dire elle est absolument géniale, et hop, on les mettait dans notre banque, et voilà, on avait 2 heures de banque de scènes qu'on trouvait géniales, et à partir de ça, il fallait qu'on trouve, ok, qu'est-ce qu'on raconte, comment est-ce que maintenant il faut qu'on raconte une histoire, donc il nous faut un début quand même, et une progression, une fin, il faut... Voilà, donc là on est rentré dans ce gros travail de structure pour faire un 30 minutes. Et justement, travail de structure, pour le coup, à quel moment vous vous êtes dit « Ah, ce sera un 30 minutes plus qu'un 15 minutes » ou pas du tout une série, quelque chose de feuilletonnant? J'allais mettre des images en même temps, Oui. mais on me demande. J'arrive. Moi, je voulais faire un unitaire, enfin un court-métrage à la base, un peu long, mais un court-métrage, parce que je crois que c'est ce que j'aime faire, et donc c'est assez naturel pour moi d'aller vers ce format. Et on s'est quand même, avec toute cette matière, posé la question du long-métrage, et c'était pas forcément une envie, on voyait quand même que ça allait être sacrément galère si on partait vers ce chemin. Et Claude m'a assez vite dit aussi que j'ai enregistré que les enfants. J'ai pris la décision de ne pas questionner les institutrices parce que j'avais envie vraiment d'aller gratter du côté des pensées des enfants et de ne pas retomber dans le truc où on a des adultes qui nous expliquent leur vision. Voilà, on entend déjà ça, plein de discours sur que ce soit l'éducation, l'écologie et tout ça de partout, donc j'avais pas envie d'apporter ce discours-là dans mon film, mais vraiment de me concentrer sur les enfants. Et Claude m'a dit, il y a peut-être un outil pour mettre en plein écran, parce que là c'est très zoomé. Claude m'a dit, un long métrage avec que des voix d'enfants, ça va être super fatigant quoi, pour l'oreille. Il faudrait d'un coup ramener ça vers un format plus documentaire avec des temps de pause, avec peut-être des voix off, des explications et tout ça. Et donc c'est pas ce que j'avais envie de faire. Et la série, comme quand même il y a une progression, il y a beaucoup d'enfants dans le film, il y a beaucoup de personnages, et je voyais pas trop comment faire une écriture avec des enjeux comme ça qui sont clos à la fin de chaque épisode quand même. Pour moi, il y avait vraiment une logique à l'unitaire quoi. Tchouk. Alors ça, ouais, voilà, c'est tous les enfants qui sont dans le film avec les institutrices. Et les AESH service civique qui les accompagnent. Si tu veux enchaîner, Jean-Baptiste, je voulais juste... Non, mais enfin, c'est bien de montrer ça, parce que pour le coup, la recherche graphique par rapport au travail de dérochage, t'as pris combien de temps ? C'est toujours assez long pour moi que des personnages réels, des personnes réelles deviennent des personnages. Il y a toujours un long chemin pour que je passe une année à écouter leur voix et je les visualise tels qu'ils sont et tout ça. Et donc je les dessine et je suis entre ils ressemblent vraiment à ça et en même temps je veux le styliser, je veux que ce soit plus simple et donc il a fallu quand même que j'ai ma continuité, ma narration pour que ces enfants deviennent des personnages pour moi quoi, et donc que je trouve leur graphisme et ne pas les caricaturer. Et voilà, il y a ce truc de ne pas les trahir, qui se ressemblent, mais que ce soit des personnages quand même, et que ce soit ok, qu'ils aient des gros nez, quoi, et que ce soit pas tout à fait pareil que dans la vraie vie. Voilà, ça c'est des images extraites vraiment de la mise en scène et de la continuité du film. Est-ce que tu veux que je développe sur la structure ou est-ce que tu veux rebondir Moi, ce que je voulais... Non, tu peux développer sur la structure. C'est aussi la question de savoir justement, est-ce que ça a été facile ? Alors, vous êtes toutes les deux habituées de façon à ça, à traiter du commentaire animé, donc à passer du son à l'image. Mais est-ce que là, dans ce cadre de ce format-là, et dans le cadre d'une production comme celle-ci, est-ce que ça a été difficile en fait de démarrer vraiment le travail de réécriture, s'il y en avait, quelles ont été vraiment pour toi, pour le coup, les contraintes liées à la mise en production ou au développement
de ce projet? La contrainte, c'est que partir de cette matière sonore, c'est Tout était monté au préalable? C'est-à-dire dans la continuité avec le son déjà, posé forcément. Ouais, c'est qu'en fait, le développement, il est super long et assez épuisant parce que le dérush, ça peut être que moi. Donc il y a toute une phase dans le documentaire animé quand même où on rame, je pense que tu pourras rebondir là-dessus Émilie, où on a beaucoup de choses, il faut trouver des liens, il faut trouver qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qui est... comment on raconte une histoire avec ça. Et après, en effet, l'idée, c'est d'avoir une structure sonore, donc vraiment la continuité sonore qui soit montée, et par-dessus ça, venir faire la mise en scène directement, quoi. Donc, squeeze le storyboard parce que on a déjà une question de temps, de tempo qui est imposée par le son. Donc, tout de suite... TV Paint animatique quasiment en pause clé parce que le son dure telle durée et qu'on ne peut pas se permettre de se dire on pourrait un peu étirer, faire une pause à cet endroit-là au montage son et tout ça. Non, il faut être sûr que l'anime elle va rentrer dans ce temps-là qui nous a imposé par le son documentaire, quoi. Et tu t'es renié combien de fois par rapport au fait d'avoir, à partir de cette structure sonore justement, et de voir, une fois que tu l'avais animé, tu dis ah non mais en fait ça marche pas d'un point de vue non pas auditif, puisque tu avais cette forme d'animatique, en fait, cette structure sonore, mais pour le coup, en rendu visuel, est-ce que tu as été confronté à des échecs, c'est-à-dire par rapport à cette traduction de l'écoute, de l'audio? Est-ce que tu as pour le coup remonté un peu l'audio pour faire passer mieux comment tu t'es arrangé avec toi-même et ta conscience? Je me laisse cette option, c'est-à-dire que le son, il est toujours, on peut toujours revenir dedans et modifier des choses. Et de toute manière, on a monté en se disant, il va y avoir de l'image, donc on laisse du souffle, on laisse des espaces quand même entre les scènes. Il faut qu'il y ait des transitions graphiques, tout ça, on essaye de l'anticiper au montage. Mais on ne peut jamais savoir exactement ce que l'image va apporter. Et donc, l'idée, c'est que parfois, je sens que l'image, justement, elle donne des infos qu'on a essayé de mettre dans le son. Donc, en fait, je me dis, oups, ça coule, on va couper au son et l'image complète. Et vice-versa. Enfin, et à l'inverse, des fois, l'image a vachement besoin de temps pour s'épanouir et raconter un truc. Et du coup, le son, il n'était pas assez long. Ou alors, il faut un peu de silence, tout ça. Donc tout ça, je le rebouge un petit peu en faisant l'animatique, mais un petit peu. Et la part des décors dans ton travail, pour le coup? Les décors, moi, j'adore me dire que en fait, le décor, c'est le son. Là, nous, on a fait comme dans mon précédent film, parce que vraiment, je trouve cette couleur sonore, je la trouve magnifique. On a enregistré avec un couple stéréo ORTF, qui est un micro qui est utilisé plutôt en radiophonie, avec deux petits micros dans un petit ballon de rugby, qui sont orientés comme l'oreille humaine, et du coup, qui captent le son à 360. Mais la contrainte de ça, c'est qu'on a tout sur la même prise, quoi. Donc s'il y a quelqu'un qui crie derrière pendant que la personne que tu enregistres au premier plan dit un truc de génial, tu peux pas trop faut couper en essayant de faut recréer le cri pour que ça puisse marcher dans la coupe et tout. Donc c'est tout un bazar. Pourquoi je dis ça? Non, c'était par rapport au décor. Ah oui, voilà. Donc voilà, c'était pour dire que mon son en fait est très présent et très chargé, et aussi il donne une spatialité de dingue. Déjà, en fait, pour moi, le décor, il est sonore, et je me sers du décor graphique que quand il a une utilité dans la narration, quoi. Alors quand les enfants le touchent et que du coup voilà, ou alors là ils sont à un bureau, donc forcément il y a le bureau, mais j'utilise aussi beaucoup le blanc du papier. C'est un peu la même chose, cette histoire d'aquarelle qui est vivante et vibrante et agréable à regarder quand il y a de la réserve de blanc, quoi. C'est un peu la même idée que sur le corset, ce que tu disais juste avant. Voilà. Ok, bon. Marine. Émilie, pardon. Comment tu t'es sortie de ton sommeil et ton... Comment tu as pu traduire ça justement en images pour le coup?
Ouais, ben moi du coup, à partir de ces petites capsules vidéo, ça fait pas un film quoi, parce que en fait ça faisait juste, je pouvais vous faire si vous voulez 2 heures de vidéo de moi qui parle, mais ça ne raconte pas d'histoire. Et ouais. Et en fait il y a une image qui m'a marquée à l'hôpital justement là avec cette scientifique. Et je me suis dit, c'est bon, j'ai envie de raconter une histoire et je pense que je vais aller dans cette direction. C'est en fait une image parce que, en gros, la scientifique, elle m'a raconté que tous les enfants parlent. C'est une faculté en fait que tous les gamins et qu'on a tous eu. Et en fait, c'est parce que ça se passerait au niveau du lobe qui est derrière, voilà, le cerveau qui se trouve à l'arrière, un des lobes du cerveau qui, en fait, quand on fait pas très bien le distinguo, on va dire, entre le jour et la nuit. Et du coup, un enfant, il n'arrive pas très bien à savoir si c'est le jour et la nuit, et la parole, du coup, est en flux tendu entre les deux. Et ce qu'elle me racontait, c'est que normalement, quand on grandit, il y a une sorte de petite porte qui s'installe à cet endroit-là de notre cerveau et qui fait qu'on ne parle plus la nuit. Voilà. Et elle m'a dit très joliment, et c'est cette image qui m'a motivée à commencer à écrire, elle m'a dit toi, tu as en fait une sorte de fenêtre encore ouverte sur ton enfance. Et en fait, du coup, je me suis dit, tiens, en fait, le truc un peu tyrannique de mes nuits, c'est une mini-moi. C'est un mini-personnage qui parle, parce qu'en plus, ce personnage de mes nuits, j'ai changé un peu de voix, c'est bizarre. Si vous voulez en écouter plein, vous allez sur mon Instagram et vous pouvez en trouver. Mais du coup, j'en ai mis, et c'est vrai que je prends des fois des voix différentes, ça peut être très étrange. Et donc je me suis dit, voilà, en fait, je vais parler de ça, je vais parler un peu de ce truc. J'ai un personnage de mes nuits, en tout cas. À ce moment-là, c'est arrivé. Et après, ce qui m'a aussi un petit peu continué à m'aider dans l'écriture, c'est le fait que, j'ai commencé à grandir j'ai commencé à avoir une obsession de mon sommeil. Puisque, en fait, ce qui se passe de ce truc qui m'arrive la nuit, c'est que je ne m'en souviens jamais. Le matin, en fait, on me raconte. Et donc, du coup, le fait d'enregistrer, il y a un truc, un peu de contrôle fric chez moi, où en fait, je veux m'en souvenir, je vais essayer. Donc, j'ai essayé d'écrire mes rêves, j'ai essayé... donc, j'ai même acheté plusieurs caméras chez moi pour essayer de me voir la nuit. J'ai découvert des trucs effrayants où, en fait, j'en avais mis plusieurs. Et en fait, je viens parler face à la caméra, les yeux grands ouverts. Vraiment... Et donc, de là, en fait, j'ai vraiment une obsession de ce truc, de ce qui m'arrive. Et en fait, je suis même arrivée à un point où je suis arrivée même plus à dormir. Donc, j'arrivais. T'as tué le scénariste, là. Voilà. Et donc, en fait, ce qui était dur, c'est que c'était tellement proche de moi que, en fait, moi, j'avais suivi des cours de Yves Lavandier, vous savez, la dramaturgie qui dit « N'écrivez jamais sur vous, c'est une très mauvaise idée ». Parce qu'en fait, ce qui vous arrive dans votre vie, des fois, il faut le changer pour que l'histoire s'adapte à la fin que vous voulez, quoi. Et moi, je vivais tellement le truc au jour le jour que c'était dur d'écrire ça. C'était très, très dur. Mais pour le coup, juste parenthèse, c'est que là, on revient pas sur l'intime je dirais la spontanéité, mais on a quelque chose qui est quand même très contrôlé parce que les enfants savent de quoi ils parlent, ou du moins sortent des choses à eux, mais au moins c'est contrôlé, conscient. Et là, on est quand même dans un langage qui est totalement inconscient, c'est-à-dire que tu ne contrôles pas ni le sujet, ni ce que tu vas dire, ni la voix, ton comportement en général. Pour le coup, comment tu fais ensuite pour mettre ça en forme ? C'est une grande question. Je suis déjà allée à Fontevraud en résidence pour justement essayer de mettre mes idées au clair. Ce qui est très drôle d'ailleurs à l'abbaye de Fontevraud, c'est que les 30 nuits que j'ai passées ici, c'est principalement des cris ou des... j'ai pas beaucoup de paroles, j'ai plus des cris. Je suis sûre que c'est lié à la prison de Fontevraud. Je me dis qu'il y a peut-être... C'est l'esprit du lieu. C'est l'esprit du lieu peut-être qui m'a hanté. Mais en tout cas, c'est très drôle. C'est vrai que j'ai beaucoup d'enregistrements de cris à Fontevraud. Donc, j'ai pas pu utiliser trop la matière à Fontevraud. Mais en tout cas, ce qui m'a énormément aidé à l'écriture, c'est que j'ai fait une rencontre en fait avec une scénariste. Parce qu'au bout d'un moment, j'y arrivais plus. Je me disais, en fait, je me prends la tête, j'y arriverai pas à construire une histoire qui tienne, qui raconte vraiment ce que je veux raconter. Ouais, on peut défiler.
Et du coup, en fait, j'ai fait la rencontre de Marianique Bello, qui est une scénariste qui bosse surtout principalement qui fait de la radio en fait, et qui fait de la radiophonique, voilà, tout ce qui est fiction radiophonique. Et en fait, quand elle a commencé à écouter mes enregistrements de nuit, elle s'est dit ah, mais il y a de la matière, il y a un truc intéressant et je veux bien t'aider. Et en fait, ensemble, on a commencé à fixer des rendez-vous tous les dimanches où on s'appelait. Et en fait, un petit peu comme une psy, quoi. Elle faisait un peu voilà, de mon inconscient toujours, où en fait, on a commencé à travailler des images ensemble. Et en fait, j'ai commencé à organiser un petit peu tout ce que je voulais raconter, qui est en fait cette obsession que je commence grandissante en fait autour de ce qui m'arrive, et aussi l'hôpital, qui est un pivot dans mon film où justement je rencontre ce professeur Arnulf, là, le docteur, la scientifique, et un petit côté Alice Wonderland, voilà, qui en fait, où carrément à un moment on rentre dans un de mes rêves et on mêle en fait cette matière sonore, et en fait tout le film on entend mes enregistrements depuis 4 ans que je vais en fait monter les uns avec les autres pour un petit peu faire une trame. Alors il y a pas vraiment, je m'en sers pas forcément comme trame. Au début j'avais essayé, mais en fait si vous écoutez mes enregistrements, ils ont ni queue ni tête en fait. Je vais parler des fois de taille crayon ou de crayon mal taillé, et des fois je vais parler du steak ou d'une frite. Enfin, ça n'a rien à voir et je pouvais pas lier les choses entre elles. Donc j'ai un peu abandonné cette idée et j'ai un petit peu, je me suis un petit peu voilà, fait ma trame à moi, et mes enregistrements je les ponctue de temps en temps pour raconter ce que j'ai envie de raconter en fait aussi. Donc c'est du documentaire animé, mais aussi avec un peu de fiction pour que je puisse raconter ce que j'ai envie réellement dans cette histoire. Voilà. D'accord. Et dans les 2 projets, qui sont donc l'un est, on va dire, assez posé, cartésien, mais long. L'autre est complètement inconscient et farfelu, on va dire, et donc assez court. Il fait combien de minutes ? Pour le moment, c'est un 12-13 minutes que j'envisage. Voilà. Alors, c'est facile de trouver un producteur, des producteurs, même avec un César en poche, dans ces cas-là, ou pas ? Question bête et innocente. Moi, ma productrice est ici. Voilà, c'est Virginie de Donc Voilà. Donc, du coup, on part pour vous dire. En fait, j'ai un petit côté punk dans l'animation, c'est que j'aime pas faire. Comment m'exprimer bien ? C'est-à-dire, j'aime bien rentrer directement dans l'animatique, et tant que j'ai pas l'animatique, je n'arrive pas à écrire. Enfin, par exemple, si vous voyez mon scénario aujourd'hui, j'ai un petit peu toutes les séquences que j'imagine, certaines écrites, mais en fait, il y a certaines que j'arrive pas vraiment à écrire. Il faut que je fasse l'animatique pour vraiment débloquer des choses. Donc en fait, là, je commence l'animatique lundi, voyez-vous. Et du coup, j'ai hâte de pouvoir commencer à m'extraire et commencer à monter tout ça pour voir si c'est pas complètement foutraque, et si on se revoit dans un an pour vous présenter le film. C'est surtout ça aussi. Merci Virginie de croire en moi. Et Christian Pfoll, alors, de l'Ardux ? Ouais, moi j'ai eu la chance mes 2 films précédents étaient produits par 2 personnes géniales qui sont en plus en couple, donc c'est extraordinaire. Et donc ça a trop bien marché sur Folie douce avec l'Ardux et avec Christian. Donc comme le sujet lui parlait, on a continué. Ok, une fidélité. Je crois qu'on est à peu près bon, non ? Maître des horloges. Bon. Moi j'ai du son, j'ai de l'animatique. Alors, je sais pas. Est-ce que vous voulez en voir un peu plus avant de passer aux questions ? D'accord. Ok, t'as ta réponse. Est-ce que tu veux commencer parce qu'on est sur ton fichier ? Je vais vous montrer d'autres petits enregistrements de mes nuits. Vous dites que c'est vous dites que c'est pas faisable avec le papier, mais regardez, celle-là, c'est faisable. Oh, ah, dégueulasse. Regarde ça. Ah, immonde. Là, tu vois, Lila,
Et elle m'a quand même dit, vraiment, c'est la première fois que là, je me sens vraiment en danger, quoi. Et là, je sais pas trop pourquoi on y fait, ouais. Mais oui! Mais c'est mercredi, jeudi. Mercredi, jeudi, pas mercredi. Credi? Parfait. J'adore. Oui, je me donne toujours du... Voilà, je m'encourage toujours, quoi. Et donc, on va écouter maintenant un peu de... Génial. J'adore. J'ai du son, j'ai plein de trucs, j'ai plein de morceaux d'animatique, mais comme je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps, je vous montre juste un morceau d'animatique, c'est hyper frustrant, j'ai envie de vous en montrer vachement plus. Mais ça, c'est la continuité entre ce que dans le montage on a appelé les scènes live, c'est-à-dire des scènes où on a le micro à un moment où les enfants font des trucs ensemble et juste on se trouve là au bon moment et on enregistre. Et des scènes où on a convoqué des binômes d'enfants à discuter ensemble sur des sujets qu'ils ont choisis. Et voilà, là, c'est 2 scènes bout à bout dans la continuité du film sous forme d'animatique. J'ai ramassé les fils du soleil. Moi, je croyais que tu aimais la nature. Là, ça me surprend énormément de voir que t'en as une poignée entière. Ça me surprend. Si t'en as 2, 3, d'accord, ça me surprend pas. Mais là, ça me... Alice, ne les laisse pas là. Oui, je sais, on va s'en resservir. Paul, tu veux écrire? Non. Là, tu vois, tout ça, là, tu arraches. T'es en train de le jeter. Donc, ça sert à rien de l'arracher. Pour nous, ça nous descend et on a le droit, en fait. Mais en fait, c'est pas cool pour la nature. Mère Nature, elle n'existe pas. Elle existe. Non, Mère Nature, non, elle n'existe pas. Bah, Mère Nature, en fait, c'est la nature. Mais pour moi, Mère Nature, c'est un arbre qui parle. Ah, alors si c'est ça, toi, Mère Nature? Et la nature, c'est... Sans Mère Nature, j'aurais pas eu la nature. Et Mère Nature, elle n'existe pas, même sans Mère Nature. Vous avez fini, là? Parce que ça saoule de rester 2 heures. Tout est naturel au départ, tout était naturel. C'est une grosse explosion qu'a fait la Terre et plein d'autres planètes. Puis après, il y a des plaques qui se sont formées. Et après, il y a eu des volcans. Puis après, il a plu, ça a inondé. Il a commencé à avoir des petites bactéries. Et c'est comme ça que la vie, elle a commencé. Et il y a eu plein d'évolutions. C'est au départ, il y a eu des bizarres d'animaux, des dinosaures. Et après, il y a eu les hommes. Et les hommes, ils ont construit plein de choses. Et nous, je sais pas moi à quoi on sert. Mais on pollue en tout cas, c'est ce que je sais. Moi, j'avais fait un rêve qu'il y avait eu un président qui était élu. Il avait mangé tout le plastique et tout. Et du coup, en fait, il n'y avait plus de plastique ni de pollution. Et que du coup, il disait stop, recommencez pas. Et après, c'était trop bien. Le truc, il est bien ton rêve, mais le truc, c'est pas en réalité, du coup. Oui, c'est ça. Ce serait bien qu'on arrête de polluer, mais si on arrête les voitures, on pourrait plus aller à l'école, nous. En fait, le plastique, ça va sous la terre. Et après, ça tue plein d'animaux qui habitent sous la terre. Et même ça tue tous les animaux, parce que ça tue l'herbe. On pourra mourir, nous. Et en fait, en vrai, l'herbe, quand elle va mourir, les animaux qui, normalement, sont pas domestiqués, ils pourront plus manger. Du coup, ils vont mourir. Et là, ce sera la catastrophe. Est-ce que vous avez encore... On a le temps pour une ou 2 questions? Bon. Absolument. C'est encore moi, je suis désolé, mais de voir ça, c'est extrêmement émouvant, c'est drôle et à la fois c'est tragique. Et comment vous arrivez à gérer ça dans la narration? Ouais.
on a construit une progression dans ce tragique, parce qu'en fait, c'est vrai que je suis ressortie de ces 3 mois de tournage en me disant, merde, ces enfants-là, ils sont hyper conscients, et c'est dur de... Ouais, il y a une part d'insouciance que moi, j'ai eu le sentiment d'avoir dans l'enfance, qu'ils ont peut-être pas... Voilà, donc ils disent des trucs super forts à 6 ans, des trucs hyper conscients, et en même temps, ils ont vraiment toujours cette joie de l'enfance. Donc dans le film, il y a énormément de moments fun, de jeux, de récré, tout ça, qui nous sortent aussi de ce genre de discours. Et on a construit une sorte de progression dans la narration où il commence par... première séquence comme ça, un petit peu plus interview, et commence par parler du fait de grandir, de devenir adulte, et comment eux, ils se perçoivent, et est-ce qu'ils ont envie ou pas de grandir. Puis ensuite, ils débouchent sur le sentiment qu'ils ont que les humains ont une forme de tyrannie envers la nature, les animaux, et qu'en fait, ça les choque, quoi. Et puis après... il parle de ce qu'on vient de voir là, quoi, donc de la pollution, et il se pose plein de questions sur finalement la place de l'humain, qu'est-ce qu'il apporte et qu'est-ce qui fait de bien sur cette terre. Et puis on arrive à une séquence où carrément là il se projette dans la mort, la fonte des glaciers, là, c'est une séquence hyper stressante, et puis quand même, on finit le film sur... il parle de ce qui est la richesse pour eux, mais il dévie super vite sur un aspect beaucoup plus philosophique de la richesse. Donc, on termine le film plutôt sur le fait qu'on peut... Voilà, eux, ils pensent que ce qui fait qu'on est un humain riche, c'est quand on est riche en joie, et qu'on est riche en connaissances sur la terre, la nature. Et en fait, carrément, à la toute fin, ils disent que la plus grande des richesses, c'est l'amour. Et voilà, du coup, c'est ça la progression. Donc tu n'es pas perdu, quoi. Ça va. Une petite question pour Émilie. Le choix d'utiliser la typographie pour exprimer la pensée brute, est-ce qu'il y a, il y a un sourire, un rire à un moment. Est-ce qu'on est tenté quand même par d'autres représentations graphiques? Est-ce qu'il y a des tentations sur la couleur, sur certains pensées? Ouais, pour le moment, j'ai pas vraiment. J'avais fait des tests couleurs, mais je vois quand même pas mal ce truc négatif en fait, avec ce personnage sur fond blanc à la ligne noire, et quand on passe dans la nuit, fond noir avec une typo blanche, et le personnage parce que du coup, la dernière partie du film, je rentre dans un rêve. Et le personnage est complètement une silhouette blanche avec un trait noir. Donc il y a quand même un peu, si vous avez vu dans les recherches de dessin, ouais, ce twist un petit peu plus graphique dans la partie plus du rêve. Voilà. Bonjour. Déjà, merci pour cette présentation. J'aurais une question pour vous deux, parce que vous êtes partis du coup du son d'une base sonore pour ensuite faire le documentaire et le construire. Et aujourd'hui, on a pas mal de fiction radiophonique, etc. Et je me demandais comment vous avez fait pour vous approprier le son et le traduire en images. Je ne sais pas si c'est très précis. Moi, tu vois, pour le coup, j'ai pris mon son et j'ai commencé un petit peu de manière spontanée à l'animer avec des lettres. C'est vraiment sorti de manière très spontanée. Il n'y avait pas d'image, il y avait quelque chose que j'utilisais comme ça, très, très brut. Après, avec l'histoire que j'ai commencé à écrire, il y a eu ce personnage qui est ma petite représentation, avec le dessin. Mais c'est vrai que, en tout cas, la représentation, pour moi, elle se fait de manière au plus proche du son. C'est ça qui m'intéresse. Et même, des fois, on se posait la question avec ma scénariste si le son, il fallait qu'on le rende plus clean. Parce qu'on entend un peu le bruit de la nuit, quoi. Parce qu'en plus, je l'enregistre sur une application de téléphone. Et en fait, même ce grésillement du téléphone m'intéresse. Je me dis, il y a quelque chose de brut, il y a quelque chose d'intéressant aussi. Donc, en fait, j'ai envie de jouer vraiment la carte de la franchise aussi par rapport au son véritable qu'il est, qui sort de mes nuits, qui sort de cet inconscient-là qu'on a tous pendant nos rêves, quoi. Je sais pas si j'ai Tu veux dire comment on part de ce son et qu'on fabrique de l'image par-dessus, en fait, comment
Moi, j'ai l'impression que le son, du coup, comme je disais tout à l'heure, il est tellement, il donne tellement d'informations spatiales, quoi, que en fait, j'ai l'impression quand je suis devant ma page blanche avec mon stylet, et que je dois faire ma mise en scène et que j'ai mon son dans les oreilles, j'ai l'impression que mon son me dit dessine tel enfant là, tourne la caméra parce que là, l'ingé son qui perche, il a bougé. Et j'ai l'impression que c'est hyper... le son, il vit, et donc le dessin, il vit en suivant les informations du son, et du coup, il y a aussi une énorme liberté que offre ce son, qui est qu'en fait, si l'image, elle s'arrête, parce que d'un coup, le son, lui... En fait, le son continue tout le temps. Du coup, on ne perd pas le fil à aucun moment, même si d'un coup, je décide que je ne veux plus rien montrer pendant 4 secondes, parce qu'après, je vais refaire apparaître un truc. Et ça, c'est trop génial, quoi. Donc, ouais, le son, c'est un vrai support qui donne beaucoup d'infos et qui guide la mise en scène. Merci beaucoup. On va arrêter là. Merci à vous, toutes les deux. Merci. Merci Jean-Baptiste.